Pour finir cette séquence, donc Audrey Linkenheld, bonjour. Vous êtes à l'origine du BRS dans la loi Allure, hein, vous allez nous le rappeler, et Christian Chevet, présidente de la COP foncière. Et alors, Cécile a super bien fait la transition donc, sur la question finalement du sens de tout ça. Est-ce qu'on est 10 ans après là où vous voulez qu'on soit, ou que vous aviez imaginé qu'on puisse être? Rebonjour à toutes et à tous. Alors 10 ans après, on est, j'ai envie de dire, à la fois beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé, parce que quand on a créé ce dispositif, encore une fois, ça partait du terrain, mais ça pouvait n'être qu'une petite niche qui répondrait à des préoccupations de quelques-uns. Et en fait, c'est devenu très très vite quelque chose qui intéresse beaucoup de territoires très différents. On a beaucoup parlé ce matin de la région Île-de-France, et pour cause, mais moi j'ai des gouttes là. Hein. Moi, je viens de Lille et du Nord. Les préoccupations ressemblent, j'ai envie de dire, plutôt à celles de la Seine-Saint-Denis, mais sont néanmoins plus celles quand même du métropole régional que du territoire francilien. Mais j'ai très vite été, après le vote des lois, été appelée par des élus locaux de territoires du littoral, de territoires ruraux. Donc on est beaucoup plus loin que ce que j'avais imaginé à l'époque, à la fois en termes de diversité et puis aussi en termes de quantité. Mais je me rends compte, y compris là en vous ayant écouté depuis tout à l'heure, qu'il faut néanmoins rappeler encore et toujours le sens de ce qu'on a voulu imaginer. Et le sens de ce couple OFS-BRS, c'est quand même d'abord de répondre à l'essentiel, c'est-à-dire aux besoins en logement de nos habitants. Et pourquoi on l'a créé? Parce qu'on a fait le constat qu'à un moment donné, un certain segment de la population n'arrivait pas à accéder à ce à quoi il aspirait, c'est-à-dire ne plus être locataire, pouvoir être propriétaire et pouvoir l'être dans le quartier, dans la ville qui était la leur, et de ne pas le quitter. C'est ça qu'on a quand même constaté, y compris moi dans ma ville, où à un moment donné, des gens me disaient, voilà, moi je suis locataire, mais un jour j'aimerais quand même devenir propriétaire, j'ai pas des grands revenus, j'ai pas non plus des tout petits revenus, j'ai des revenus modestes et moyens, mais dans ma ville, à moi, j'arrive pas à trouver, parce que les prix sont trop élevés. Et donc c'est d'abord à ça qu'on a voulu répondre, donc à de l'accession abordable à la propriété, et c'est pour ça que j'ai applaudi tout à l'heure quand le directeur de l'OFS de Seine-Saint-Denis a rappelé qu'on s'est d'abord positionné dans un parcours résidentiel post-locatif. Et aujourd'hui, la majorité des gens qui accèdent sont d'abord des anciens locataires, et notamment des anciens locataires HLM, parce que par ailleurs, ça avait cette double vertu de faire de la place aussi dans le logement HLM. Donc, ça s'inscrit d'abord dans une politique locale de l'habitat. C'est d'abord fait pour répondre aux besoins des habitants. Et comme l'a dit Cécile dans un article que j'ai lu, ça répond à la crise du logement avant de répondre à la crise immobilière. Voilà, ça n'est pas un produit financier. C'est un outil qui répond aux gens, et je voudrais le rappeler, parce que c'est d'abord ça le sens. Et ça veut dire aussi que c'est un outil d'intérêt général. Donc dans tous les débats qu'on a eus, faut-il augmenter les plafonds, faut-il rebaisser les plafonds, faut-il augmenter les prix de vente, faut-il réguler ou pas, moi je rappelle toujours, intérêt général. Donc s'il y a de l'intérêt général, s'il y a de l'argent public, il est normal qu'il y ait des contreparties. Parce que si vous voulez déplafonner les prix et les ressources, dans ce cas-là, vous vous privez de l'argent public qui va en face. Parce que ça n'est plus d'intérêt général, c'est d'intérêt tout court. Dans ce cas-là, il n'y a plus de taux de TVA réduit, vous n'êtes plus à 5,5, vous montez à 10, voire vous montez à 20, et puis il n'y a plus non plus de déficit foncier, il n'y a plus de subventions publiques. Il ne faut jamais oublier le pourquoi on l'a créé à l'origine. Ça ne veut pas dire que les questions ne sont pas légitimes, mais jamais oublier pourquoi on l'a fait. Et du coup, la hausse des plafonds, vous considérez que c'est un dévoiement du modèle? Oui, comme d'ailleurs, je n'étais pas favorable à l'inscription du BRS dans le quota SRU. Parce que n'oubliez pas non plus que nous avons créé cet outil il y a 10 ans, sous un gouvernement de gauche, et que les modifications ultérieures ont été apportées par d'autres gouvernements qui ne portent pas tout à fait les mêmes valeurs et qui, jusqu'il y a quelques jours, devaient porter un projet de loi sur le logement abordable qui, moi, personnellement,
On est le 18 juin au Sénat, on aurait dû examiner ce texte aujourd'hui même. Dissolution oblige, on ne sait pas ce qu'il deviendra, mais moi je m'apprêtais à voter contre ce texte. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais dedans, mais enfin il y a quand même beaucoup de choses que je ne partageais pas. Donc ne pas oublier que les évolutions données, elles ne sont pas toutes forcément raccord avec l'esprit initial. Donc oui, moi je n'étais pas pour l'inscription dans le quota SRU. Je sais qu'il y a beaucoup de collectivités qui le font de manière vertueuse, c'est-à-dire qui font de l'accession abordable en complément du locatif social. Mais je sais aussi qu'il y en a qui en profitent pour le faire plutôt en substitution alors qu'il y a des besoins en locatif social. Et moi, je suis pour les deux. C'est la même chose pour le logement intermédiaire. Et donc, oui, relever les plafonds, ça ne me paraît pas faire sens, surtout quand les chiffres montrent que dans 60% des cas, enfin dans la majorité des cas, pardon, on est en fait à 60% des plafonds. Donc pourquoi les relever si on n'est même pas encore au plafond dans la très 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 grande majorité des cas, sauf exception? Merci. Christian, vous avez vu évoluer le modèle aussi parce que vous étiez très tôt dans l'histoire aussi. Quel est votre retour sur cette évolution? Et est-ce que vous avez l'impression de porter une utopie? Ah, une utopie, oui, ça reste une utopie. Et là, je ne remercierai jamais assez Audrey, hein, parce que je rappelle quand même qu'Audrey est la première à avoir créé un OFS à Lille. Donc non seulement elle était rapporteure de la loi, mais en même temps elle avait les mains dans le cambouis, hein, pour monter l'OFS de la métropole de Lille, hein, qui a été le premier OFS institué, hein, qui a eu le premier agrément. Et voilà. Et voilà. Et ensuite, Audrey a créé le réseau national, donc Foncier Solidaire France. Et on la remerciera jamais assez. C'est pour ça qu'on était ravis qu'elle intervienne sur notre table ronde. Alors, c'est génial, hein, ce qui a été créé. Alors, je me rappelle avoir discuté souvent avec Audrey sur elle a quand même beaucoup souffert pendant toute la période de mise au point du BRS, parce que juridiquement, c'était quand même une révolution juridique, hein, on peut le dire. Ne serait-ce que le fait que le bail soit rechargeable, je veux dire, dans le droit français, c'est quelque chose qui avait jamais existé, hein. Et on voit que c'est toute l'utopie prend forme à partir de cette possibilité de rechargement, hein. Dire que là, on peut dire que on sanctuarise le foncier. Dire le foncier, on le sort du marché. On le fait porter par des OFS qui doivent rester, et ça tout le monde l'a redit quand même tout à l'heure, qui doivent rester des établissements vraiment sans but lucratif, désintéressés, qui œuvrent pour le bien de tous. Et ce foncier, alors on va mettre beaucoup de temps à avoir tout le foncier, hein, ça va mettre 1000 ans, hein, mais on est là sur le temps très long. Alors ce qu'on peut dire sur les premières années, enfin, nous, on existe depuis aujourd'hui 7 ans, puisqu'on a été créé en 2017, juste avant la publication des décrets. On voit que le BRS, ça marche. Notre modèle économique, finalement, il est au point, même si nous, on est dans un modèle coopératif où il y a effectivement, on travaille avec des collectivités territoriales, on travaille avec des organismes HLM, mais on se veut un modèle, on pense que la TVA à taux réduit et l'effet du démembrement suffit sans pour autant aller chercher une subvention complémentaire, à l'exception de Paris, hein, qui est toujours vraiment un cas à part, où à Paris, sans subvention, ça ne peut pas marcher. Mais vraiment, c'est un bel outil qui se suffit à lui-même, et c'est un outil public, donc il faut le préserver comme tel. Et on se rend compte que c'est un outil puissant au service des politiques du logement, et on n'a pas encore exploité tout ce qu'on pouvait faire avec le BRS. Hein. Justement. Parce que le champ est quasiment infini. Hein. Après, la loi n'a quand même pas été trop restrictive, hein, quant à la façon dont on pouvait traiter le BRS. Et ça veut dire qu'on peut intervenir dans des copropriétés, on peut intervenir dans de l'habitat ancien, on peut intervenir sur du neuf, on peut intervenir aussi en habitat participatif, et ça on le fait. On livre, nous, avec Copimo, hein, une coopérative que je préside aussi, on livre une vingtaine de logements à Ivry-sur-Seine en habitat participatif. Enfin, donc c'est des opérations. Enfin, ça trouve sa place. Ce qui est sûr, c'est que
Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui dans le modèle juridique du BRS, on ne peut s'adresser qu'à une personne physique. On ne peut pas s'adresser... Le contrat BRS, il ne vaut que pour une personne physique. Donc on ne peut pas s'adresser à une coopérative d'habitants. Par contre, rien n'empêche, dans la partie amont des programmes, d'associer les habitants à la co-conception du projet, hein, et ensuite, au moment de devenir propriétaire, de rentrer dans les lieux, là, ça redevient un BRS standard. Mais ça n'empêche pas, initialement, de créer une coopérative d'habitants. Alors, dans le collège de vos sociétaires, il y a des habitants ? On a des habitants. Qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce qu'ils vous apportent dans la manière de développer, peut-être pas le modèle, mais en tout cas les logements que vous fabriquez ? Alors, aujourd'hui, on est au début, hein, on n'a livré que 4 opérations, mais on les voit. On a fait un comité des habitants, donc on réunit de temps en temps, et c'est intéressant de voir leur retour, la remontée de leurs préoccupations. Et alors, ce qui les inquiète beaucoup, il y a quand même beaucoup la revente, hein, le problème de la revente. Et là, je pense que dans nos OFS, il faut qu'on prenne ça totalement en charge et qu'on organise, y compris la revente, et créer un second marché spécifique BRS. Tout à l'heure, il y a eu des questions, mais quand on sort du BRS, on redevient locataire, ou on peut pas retourner dans le schéma classique d'accession. Peut-être que si, quelquefois, puis peut-être que quelquefois, on a intérêt à prolonger dans le BRS, parce que c'est aussi un marché qui doit... alors évidemment, il faudra avoir un peu plus de volume, mais comme on a l'éternité devant nous, hein, on ne désespère pas. Si je peux me permettre 2 petits ajouts. Le premier, c'est que oui, il y avait une utopie quand même derrière, qui était plus généralement, j'ai envie de dire, l'utopie de la loi Allure, qui succédait, la loi qui avait relevé aussi les obligations de logement locatif social pour les communes, puisque on était passé de 20 à 25%, on avait quintuplé aussi les pénalités. Il y avait cette utopie du vivre ensemble, de la régulation, et en l'occurrence, j'ai porté l'amendement sur la création des OFS, mais j'ai aussi porté la partie sur l'habitat participatif dans la loi Allure. Donc tout ça venait d'un certain nombre d'élus, d'associations, de collectifs d'habitants qui, sur le terrain, dans différents territoires en France, avaient envie de porter une autre politique du logement. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est que on présente, et c'est vrai que c'est compliqué nous-mêmes, hein, on a pas mal souffert, Christian l'a dit, il a fallu convaincre la DHUP, Bercy, tout ça, c'était pas simple, les banquiers, les notaires, certains étaient d'accord, d'autres moins. Mais quand on réfléchit bien et qu'on regarde la loi au gué sur les copropriétés, franchement, les copropriétés, personne ne peut dire que c'est simple, et pourtant la plupart des Français vivent dans une copro. Et est-ce qu'on se pose la question de savoir si une fois qu'on a payé son appartement, il est normal qu'on paye encore des charges de copro pour les parties communes, pour l'ascenseur, pour les caves, pour le parking ? Bon, là, c'est pour le sol. Donc, il faut aussi se dire que voilà, tout ça va mûrir. Et puis, un jour, ça sera peut-être banalisé. Moi, je ne dis pas que ça sera forcément massifié au sens où tous les Français vivront un jour dans un BRS. Mais ça sera banalisé comme finalement la copro est banalisée, alors qu'elle reste d'une complexité infinie pour tous ceux qui s'y penchent. Et le dernier élément que je voudrais souligner encore une fois, c'est qu'on parle d'un segment particulier d'habitants. Et je ne suis pas convaincue, malheureusement pour eux, j'ai envie de dire, mais que la majorité des habitants dont on parle voient leurs revenus multipliés par 5 ou par 10 au bout d'un certain nombre d'années. Donc, sous le plafond de ressources BRS un jour, sous le plafond de BRS toujours, c'est pas impossible. Voilà, parce qu'on parle de gens qui gagnent 2 000, 2, 3 SMIC, encore une fois, et on sait tous que la plupart des smicards, ils restent quand même smicards une bonne partie de leur vie, quoi. Ils ne deviennent pas tout d'un coup salariés à 10 000 euros. C'est ça dont on parle, hein. Donc c'est ce parcours résidentiel-là qu'on essaie de construire en faisant en sorte que ce parcours il puisse se faire dans nos villes, dans une situation où le marché immobilier et le marché foncier sont quand même très élevés par rapport aux capacités contributives des ménages. C'est comme ça que c'est né. Et c'est comme ça que je pense que ça fait succès. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'on peut rajouter après ça, parce que j'allais vous demander si vous aviez des possibilités d'évolution de ce statut. Bon, je crois qu'on en a déjà parlé. Et
je vous pose la question quand même à l'un et à l'autre en 2 minutes, parce qu'après, on va se faire virer. Alors, je pense qu'il ne faut pas être fermé, encore une fois. Enfin, moi, j'ai fait la loi, j'ai refait la loi, j'ai défait la loi en plusieurs années d'activité au Parlement, donc il ne faut pas être obtus. S'il y a des choses qu'il faut améliorer, améliorons-les, pardon. Mais c'est vrai qu'on a créé les OFS et le BRS dès le départ de manière très, très large. Et par exemple, ça permet aussi de faire du locatif. Par exemple, dès le départ, on avait pensé à la question des rez-de-chaussée actifs, qui a été depuis un peu traitée par les lois 3DS, notamment sur le BRS d'activité. Je pense que ça va prendre là aussi un peu de temps. Je crois que les décrets sont d'ailleurs pas encore tous sortis. Mais intégrer dès le départ la mixité sociale et la mixité fonctionnelle, je pense que ça aussi, c'est révélateur d'une certaine façon de vivre ensemble. Vous l'avez dit tout à l'heure, tous les BRS se font pas dans des maisons individuelles, beaucoup se font dans des immeubles collectifs qui sont des immeubles extrêmement mixtes. Moi, dans les opérations lilloises, il n'y a pas une opération de BRS qui n'est pas intégrée dans une plus grande opération, dans laquelle il y a du locatif social, dans laquelle il y a de l'intermédiaire, dans laquelle il y a de l'accession libre, parce que c'est comme ça qu'on conçoit le vivre ensemble. Donc si ça doit évoluer pour intégrer tout ça, moi j'y suis pas par principe opposée. Par contre, je suis extrêmement attachée encore une fois à ce que ça s'inscrive dans une politique locale de l'habitat, parce que ça doit d'abord répondre aux besoins des gens qui sont là ou qui aspirent à venir, et que ce soit conforme au principe de l'intérêt général, parce qu'il y a du financement public derrière. Merci beaucoup. Christian, un mot de conclusion. Oui, je crois que tout a été dit, hein, ou presque. Donc, je rappelle simplement, mais qu'on a besoin aussi de stabilité juridique. Il faut arrêter de changer tous les ans, de modifier la loi, parce qu'après, on a construit des modèles économiques, on a engagé beaucoup d'acteurs, on a engagé beaucoup d'argent. Et si on change les règles du jeu tous les ans, c'est devient absolument ingérable. Surtout quand on travaille sur le très long terme. Donc stabilité juridique, ça paraît absolument important. Ou alors vraiment, le modèle il doit évoluer bien sûr, mais vraiment de façon très, très prudente. Et puis moi je souhaite longue vie au BRS et je pense qu'on va concrétiser cette belle utopie qui était de rendre le foncier commun à tous. Merci beaucoup. Alors, merci de votre attention. J'espère qu'on a éclairé vos questionnements. Voilà. Aujourd'hui, 18 juin, c'est une date historique. Le logement, c'est politique. Alors, n'oubliez pas d'aller voter.